Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question fascinante. Comment la philosophie aborde-t-elle la poésie et le théâtre? Il va falloir oublier un instant cette vieille idée qui voudrait que ce soit de simples outils pour communiquer. Pas du tout. Ce sont en réalité de profondes expériences corporelles. Ce sont des forces capables de construire des mondes entiers et honnêtement de complètement défier notre perception du réel. Alors, quel est le programme de cette descente analytique? Eh bien, on va d'abord aborder le langage comme objet, puis ce que signifie habiter poétiquement le monde. Ensuite, on explorera l'imaginaire des quatre éléments, la chair des mots, le corps en scène, pour enfin terminer sur les limites absolues du sens. C'est parti. Première grande étape de notre parcours, le langage comme objet. Pour bien commencer, il faut absolument déconstruire cette idée reçue selon laquelle le langage serait juste un véhicule transparent. C'est Jean-Paul Sartre qui a mis le doigt dessus, avec une opposition vraiment radicale entre la prose et la poésie. D'un côté, on a la prose. Ça, c'est l'outil transparent par excellence, un langage transitif, engagé dans le monde. C'est un peu comme une fenêtre bien propre à travers laquelle on observe et on agit. Mais de l'autre côté, la poésie. Là, les mots deviennent totalement opaques. Sartre appelle ça des langages choses. Ils sont désengagés de toute utilité immédiate. On n'utilise plus les mots pour transmettre une info, on les examine pour ce qu'ils sont. Leur poids, leur sonorité, leur matière même. Et franchement, il n'y a pas de meilleur exemple que ce célèbre vers de Stéphane Mallarmé, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Si on y réfléchit bien, ce vers ne cherche pas du tout à nous donner la météo du jour ou une info pratique. C'est tout l'inverse. Mallarmé joue avec la répétition des consonnes, avec les voyelles, les allitérations, les assonances, tout ça pour fabriquer un véritable objet musical, autonome, posé là directement sur la page. C'est littéralement le poème devenu chose. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, habiter poétiquement le monde. Bon, si on dépasse cette idée des mots comme de simples objets, on tombe sur le philosophe Martha Heidegger. Et lui, il donne à la poésie une dimension carrément cosmique. Il s'appuie beaucoup sur un vers du poète Friedrich Hölderlin qui dit « Mais ce qui demeure, les poètes le fondent ». Pour Heidegger, c'est capital. Les vrais poètes ne font pas que décrire ou imiter ce qui existe déjà. Pas du tout. En fait, par le simple acte de nommer les choses, ils vont fonder une forme de permanence au beau milieu du chaos et du temps qui passe. C'est exactement ce qui donne naissance à son fameux concept du jeu Wirth, qu'on traduit par le quadripartie. L'idée, c'est qu'un vrai poème ne va pas juste faire un reportage sur un joli paysage, non. D'un point de vue phénoménologique, le poème rassemble la terre, le ciel, les divinités et les mortels dans un seul et même espace unifié. C'est rendu habitable par la nomination poétique. Si le poète nomme une source d'eau, eh bien cette source ne fait pas qu'être décrite, elle jaillit comme un véritable événement. C'est quand même assez vertigineux. Mais attention, même si cette vision de Heidegger est hyper majestueuse, elle a quand même un énorme angle mort. Elle oublie complètement un élément essentiel, le corps. Le corps physique bien vivant du poète, la respiration, les cordes vocales, tout ça passe un peu à la trappe. Et l'acte poétique devient quelque chose de purement abstrait et intellectuel. Et en plus, soyons clairs, élever le poète au rang de prophète sacré, ça crée un risque assez massif d'instrumentalisation politique. Alors, pour redescendre un peu sur Terre, passons à notre troisième section. L'imaginaire des quatre éléments. C'est là qu'intervient Gaston Bachelard. Lui, son approche, c'est d'ancrer tout ça solidement dans la matière. Pour Bachelard, la poésie, c'est avant tout une imagination matérielle active. Il a carrément classé nos rêveries en fonction des quatre éléments, en montrant comment chaque substance provoque une réaction hyper viscérale en nous. Par exemple, l'eau, ça nous pousse vers la réflexion, la dissolution en douceur. Pensons à l'Ophélie de Rimbaud. Le feu, au contraire, c'est la création ardente, l'ascension, comme dans les hymnes de Novalis. L'air nous donne cette sensation de légèreté pure et d'élévation absolue, à l'image de l'alouette chez Shelley. Et puis la terre, c'est la résistance, la dureté, le travail physique, exactement comme cette fameuse croûte de pain chez Francis Ponge, qu'il décrit presque comme une chaîne de montagnes résolue. Et ce qui est génial, c'est que Bachelard applique aussi cette approche matérielle à nos propres maisons. Il appelle ça la topophilie, l'amour des espaces. On ne vit pas nos maisons d'enfance comme de simples plans d'architectes, mais vraiment comme des paysages émotionnels super intenses. Prenons les caves. Phénoménologiquement, ce sont nos racines obscures, la zone un peu sombre de l'inconscient. Les greniers, à l'inverse, c'est l'ascension, la clarté, le lieu des souvenirs chéris. Et que dire des tiroirs et des coffres qui cachent physiquement tous les secrets et les mystères de notre esprit. Poursuivons notre descente vers le physique avec la quatrième partie, la chair des mots. On va aller encore plus loin dans l'incarnation avec Maurice Merleau-Ponty. Pour qui le langage, c'est pas de la théorie pure, le langage, c'est de la chair, c'est un geste corporel. Regardons ce vers de Victor Hugo. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée au pied de Bouose, le sein nu. L'alexandrin est parfaitement balancé. La coupure au milieu force le corps de celui qui parle à se balancer, à monter, puis à redescendre. Et ces voyelles longues, elles forcent la voix à ralentir considérablement. En fait, on ne fait pas que lire une histoire sur le sommeil. Notre propre respiration adopte physiquement la lenteur du sommeil. La poésie devient littéralement une musique dans notre chair.
Merleau-Ponty a d'ailleurs donné un nom très précis à ce phénomène créatif, la parole parlante. C'est tout le contraire de la parole parlée. Ces formules toutes faites, ces vieux clichés qu'on ressort machinalement tous les jours. Non, la parole parlante, c'est ultra inventif. C'est un discours qui vient bousculer le langage quotidien pour créer activement des réalités totalement inédites. Et ça se passe là, physiquement, dans la tension même de nos cordes vocales. Ce qui nous prépare idéalement pour la section 5, le corps en scène. Évidemment, s'il y a bien un endroit où toutes ces histoires de corps et d'espace prennent tout leur sens, c'est au théâtre. C'est l'art par excellence de la coprésence physique immédiate. Et pour que ça marche, ça demande un effort psychologique incroyable qu'on appelle la double intentionnalité. Imaginons un peu l'exploit mental. D'un côté, on voit un acteur bien réel, en chair et en os, disons Laurence Olivier, qui transpire sous les projecteurs avec son accent britannique. Et en même temps, exactement au même endroit, on projette l'image d'Hamlet, un prince danois torturé du XVIe siècle qui, lui, n'existe pas. Les deux dimensions se superposent dans notre esprit sans jamais totalement fusionner ni se séparer. C'est du génie. Et on peut tout à fait reprendre les espaces poétiques de Bachelard pour les plaquer directement sur la scène. L'avant-scène, c'est l'intimité, le contact direct. Le fond de la scène, au contraire, ça crée instantanément du mystère, de la distance. Parfois, le décor est complètement nu. Imaginons juste un arbre desséché sur une scène vide, comme dans En attendant Godot de Beckett. C'est pas juste un choix esthétique, c'est une immense claque phénoménologique qui nous fait ressentir physiquement le vide de l'existence. On pense aussi au théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, où l'impact viscéral des corps et des sons nous percute les tripes bien avant que notre cerveau ait eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Le théâtre s'appuie aussi sur quelque chose de fascinant, nos neurones miroirs. Ça crée une empathie kinesthésique hyper intense entre la salle et la scène, et le regard devient totalement réversible. Un exemple parfait, c'est le théâtre No au Japon. Le rythme des acteurs est tellement lent que ça nous oblige, nous non le public, à modifier physiquement notre propre perception interne du temps pour nous synchroniser avec eux. C'est ce qu'on appelle une véritable intersubjectivité. Mais alors, y a-t-il une limite à tout cela? C'est ce qu'on va voir dans notre 6e et dernière section, les limites du sens. Toute cette exploration phénoménologique du langage et du corps est fantastique, oui, mais elle finit par se heurter à un mur de briques quand elle croise les extrêmes absolus de la tragédie humaine. Ça nous oblige à poser la question vertigineuse qui fâche: que se passe-t-il quand le langage échoue complètement? Qu'est-ce qu'on fait quand les horreurs sont tellement inimaginables que les mots se brisent tout simplement en 1000 morceaux? Pour comprendre ça, il faut lire La fugue de mort du poète Paul Celan, écrit juste après la Shoah. Dans ce poème bouleversant, on trouve ce leitmotiv totalement absurde, lait noir de l'aube. Face à l'indicible, le langage normal ne fonctionne plus. Il bégaye, il s'effondre sur lui-même, il est forcé d'utiliser des oxymores impossibles. Et c'est extrêmement poignant, car la vérité de ce poème, c'est justement son incapacité totale à décrire l'horreur. L'échec même du langage devient la seule manière d'exprimer l'inexprimable. Des philosophes comme Maurice Blanchot ont appelé cette limite extrême le neutre. C'est un espace du langage qui est froid, impersonnel, complètement en dehors de tout. Dans cet espace, le sens refuse obstinément de se figer. L'auteur perd tout contrôle, et le langage se retrouve dénudé, suspendu dans le vide, dans une tension infinie qui ne se résout jamais. Au final, qu'est-ce que la phénoménologie nous apprend sur tout ça? Elle nous montre de façon éclatante que le vrai art, la vraie poésie, ne nous donne jamais de petites réponses toutes faites. Ce que l'art exige de nous, c'est d'accepter de vivre en permanence dans ce qu'on appelle l'entre-deux. C'est accepter d'osciller sans cesse entre le sens et le non-sens, entre la vérité la plus brute et l'illusion totale, entre la présence physique palpable et l'absence absolue de ce qu'on imagine. Pour terminer ce décryptage, gardons bien en tête cette pensée qui résume tout. Assister à un spectacle, lire un poème, c'est habiter cet entre-deux. La prochaine fois qu'on ouvrira un recueil de poésie ou que les lumières s'éteindront dans une salle de théâtre, le défi ne sera plus d'y chercher une simple histoire distrayante. Non, le défi, ce sera de faire face à des entités vivantes, organiques, qui repoussent les limites absolues de notre perception. Sommes-nous vraiment prêts à vivre cette expérience jusqu'au bout ?